à tous et bienvenue pour cette conférence dans le cadre de la Journée de la santé. Pour la première, nous allons évoquer la place de l'aide à domicile dans la prise en charge des situations de handicap. Et pour cela, nous sommes accompagnés de Marc Dupont, président de l'association départementale d'aide aux personnes de l'Ain, et qui est une structure qui propose des services à domicile dans le département. Il est aussi président de l'Union nationale de l'aide au niveau régional et aussi vice-président au niveau national. Nous sommes aussi accompagnés de Magali Châtel, responsable ADAPA du secteur Virieu, Champagne, dans le Bas-Bugey. Donc je vais laisser la parole à Marc Dupont qui va commencer à vous parler de ce thème. Bonjour à tout le monde et merci aux courageux qui se sont levés tôt pour participer à cette première conférence. Oui, quelques éléments avant de laisser la parole à Magali Châtel. Simplement pour dire que, en préparant cette journée, la DAPA s'est dit, bon, si on intervient sur le champ des personnes âgées, finalement, on ne va pas apprendre grand-chose à beaucoup de monde, alors qu'en choisissant de discuter avec vous et de vous présenter l'action de la DAPA dans le champ du handicap, il y avait probablement des choses plus nouvelles à partager. Donc c'est un peu ça qu'on voudrait faire ce matin, en sachant qu'on a un créneau horaire, si on peut dire, extrêmement limité et qu'il n'y aura pas non plus d'échange, si j'ai bien compris, avec la salle, et que c'est renvoyé aux discussions éventuelles vers le stand de la DAPA. Alors, je pense que dans le département, tout le monde connaît la DAPA pour son action dans le champ des personnes âgées, mais c'est aussi une association qui intervient dans le champ de la prise en charge des situations de handicap. Pour vous donner une idée et dire d'où on parle, comme on a l'habitude de dire, on aide au quotidien à peu près 150 personnes, dont la moyenne d'âge est de 52 ans, mais avec un écart très grand, puisqu'on va, pour les plus jeunes, autour de 8 ans, et pour les plus âgés, autour de 91 ans. Et là-dessus, on a à peu près une petite centaine de femmes et une grosse cinquantaine d'hommes. Et ça représente 5000 heures d'activité par mois. C'est-à-dire que c'est nettement moins que par exemple ce qu'on fait dans le cadre de l'APA, mais ça nous donne quand même une expérience et un point de vue intéressant, et en tout cas ça nous permet de pouvoir dire ce qu'on fait, non seulement en théorie, mais à partir d'exemples concrets. Donc voilà ce que je voulais dire juste en introduction. Je vais passer la parole à Magali Châtel, donc, qui est responsable de secteur de la DAPA sur le secteur Champagne en Val-Romey, donc dans le Bugey Sud, et qui va vous présenter le quotidien de l'activité sur ce sujet-là. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai qu'en tant que service d'aide à domicile, on est amené à intervenir soit auprès de personnes en situation de handicap, soit dans le cadre du domicile ordinaire, soit parfois également dans le cadre d'habitat inclusif. C'est vrai que c'est ce que nous faisons notamment sur Oyonnax, dans le cadre du dispositif Ville à Ville. Déjà, je vais peut-être revenir sur les missions que nous sommes amenés à faire, puisqu'en fait, nous intervenons, nous accompagnons les personnes dans leurs activités de la vie quotidienne, qu'il s'agit de l'aide au lever, au coucher, l'aide à la toilette, l'accompagnement dans la préparation, la prise des repas, qu'il s'agisse également des accompagnements extérieurs, tels que les courses. L'idée, c'est tout à la fois finalement de pouvoir accompagner dans, le maintien des capacités, mais également de pouvoir suppléer lorsque ça s'avère nécessaire, de pouvoir également participer à une inclusion dans la cité et que les personnes puissent s'inscrire dans l'échange avec autrui. Mais c'est vrai qu'en fait, ces accompagnements, ces interventions ont un certain nombre de spécificités qui diffèrent de nos prises en charge habituelles auprès des personnes âgées. Je tiens déjà à préciser que ces interventions ont quand même la particularité de pouvoir apporter une richesse relationnelle absolument indéniable, mais qui parfois déstabilise les aides à domicile. Une particularité, c'est pour nous la nécessité de nous inscrire dans un réseau partenarial, de travailler autour de la complémentarité entre services. Je pense notamment au SAVS ou au SAMSA,
Et puis, cela pose la question de la nécessaire coordination, portée par qui? Cela pose également la question du partage d'informations. Quelles informations? Sur quel support? Avec parfois toute la complexité autour du secret médical. Et puis, autre particularité, c'est que nos premiers partenaires sont généralement les familles. Et que du coup, ça questionne sur la juste distance à construire, notamment lorsqu'on intervient auprès d'adultes en situation de handicap. Comment finalement, comment faire émerger la parole de l'usager? Et finalement, eh bien, c'est vrai que la réponse à cette question ne peut se construire que de manière individuelle, et aussi complexe soit-elle, elle est incontournable. Ensuite, il est à préciser que les besoins, les attentes des personnes en situation de handicap ont un certain nombre de particularités. Je vais vous en lister quelques-uns. Il y a notamment le besoin de présence sur parfois de longues plages horaires, le besoin d'intervention tôt le matin ou tard le soir, notamment lorsque les personnes travaillent. Le besoin d'avoir une connaissance spécifique de chaque handicap, mais également de prendre en considération l'individualité, chaque individualité. Et puis le besoin de concilier avec l'intervention de multiples partenaires du champ social, médical, paramédical. Alors je pense notamment aux infirmiers, aux aides-soignants, aux kinés. Je nommais tout à l'heure les SAMSA, les SAVS, que ce soit aussi les accueils de jour, les structures excusez-moi, de travail protégé, enfin voilà, et puis tant d'autres. Et puis, on relève également le souhait humainement légitime des intéressés de pouvoir, que ce soit toujours en fait les mêmes salariés qui interviennent auprès d'eux. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez marqué auprès des personnes en situation de handicap. Et puis, nous-mêmes, en fait, nous sommes confrontés à une certaine réalité de terrain, à un certain nombre de contraintes en tant que service d'aide à domicile. Il est déjà nécessaire de pointer le problème du manque d'attractivité de ce métier. Et de fait, nous rencontrons de grandes difficultés de recrutement ainsi que pour fidéliser les équipes. Il est à pointer que vraiment cette faible attractivité devient un frein criant au virage domiciliaire mis en avant par les politiques publiques. Alors, heureusement, il se trouve qu'une revalorisation des salaires est en réflexion, est en cours au niveau national. Et c'est vrai que nous espérons une mise en œuvre rapide et des retombées positives. Ensuite, bien sûr, nous devons bien sûr respecter le code du travail. Et je pense notamment à l'amplitude horaire. Et de fait, ça va être un frein pour nous pour intervenir parfois sur les temps tôt et tard de la journée. Nous sommes aussi, il faut aussi qu'on prenne en considération que nos personnels sont peu ou pas formés. Et c'est d'autant plus présent lorsqu'il y a un certain turnover au sein des équipes. Et puis, le métier d'aide à domicile est particulièrement touché par les risques d'accident du travail et de maladies professionnelles. Et nous devons d'avoir une vigilance accrue lorsqu'il s'agit d'intervention auprès de personnes en situation de handicap. Je vous en expliquais la raison, c'est que déjà par rapport au risque physique, ça veut dire que quand on est sur une aide à la personne, une aide à la toilette, une aide au transfert, il faut que les aides techniques adéquates soient mises en place au domicile. Et bon, ça peut être, pour donner des exemples, ça peut être les lève-personnes, les guidons de transfert, enfin bon voilà, il y en a un certain nombre. Et puis il faut que nos personnels soient formés à leur utilisation. Et au-delà de ça, il y a aussi la charge émotionnelle qui peut être parfois très forte. Faire face à de l'agressivité verbale et physique, ça arrive, et cela peut être particulièrement éprouvant. C'est aussi la grande différence entre le domicile et l'établissement, parce qu'au domicile, l'aide à domicile est toute seule à faire face à cela, alors qu'en établissement, l'équipe peut être aussi en relais, en soutien. Et puis, une dernière particularité, c'est que ce type d'intervention nécessite un savoir-faire spécifique. Et nous devons prendre en compte les limites de chaque salarié, de chaque intervenant. Ça signifie qu'en fait, ces interventions reposent sur un nombre limité d'aides à domicile au sein d'une même équipe. Voilà, alors c'est vrai que du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler sur les leviers, les axes de travail pour pouvoir répondre, malgré ces contraintes, nos contraintes à nous, comment apporter une réponse adéquate aux personnes en situation de handicap. Le premier des points, c'est bien sûr de pouvoir s'inscrire dans une formation des salariés, qu'il s'agisse d'une formation des aides à domicile, mais également des responsables de secteur. Alors, cette formation est véritablement le fer de lance de l'ADAPA et elle nécessite de s'inscrire dans le temps.
Elle ne peut être véritablement efficace qu'à condition de pouvoir concilier une formation globale avec vraiment une formation spécifique à chaque prise en charge. Ce que je veux dire par là, c'est qu'intervenir auprès d'une personne cérébralisée va être différent d'une intervention auprès d'une personne sujette à une déficience intellectuelle ou une personne souffrant d'un handicap moteur tel qu'une paraplégie ou une tétraplégie. Et cette formation spécifique repose véritablement pour nous sur des partenaires ressources. Pour vous donner un exemple, sur mon secteur, nous intervenons auprès d'une personne qui souffre de la maladie de Prader-Willi. Et nous avons pu mettre en place des temps d'échange, d'information, de réflexion autour de la maladie Prader-Willi, mais également sur les difficultés que pouvaient rencontrer donc, les salariés grâce à 2 partenaires qui sont le pôle de compétences et de prestations externalisées de l'ADAPI et puis également grâce à l'équipe relais handicap rare. Je tiens également à souligner la question de la temporalité qui pour moi est très importante. Ce que je veux dire par là, c'est que la mise en place d'accompagnement complexe doit vraiment s'inscrire dans le temps, que ce soit la mise en place des heures, mais également l'augmentation. Et ça, pour moi, c'est véritablement nécessaire pour que chacun trouve ses marques, s'apprivoise, pour permettre une formation des aides à domicile au fur et à mesure des nouveaux besoins et difficultés identifiés. C'est véritablement un gage de pérennité de notre accompagnement, de stabilité, et c'est ce qui va permettre à l'intéressé de se sentir plus sécurisé. Concernant ces situations complexes, la mise en place d'analyse de la pratique est également nécessaire et c'est ce que nous pouvons en effet instaurer grâce au financement de la CNSA. Ensuite, concernant les besoins des personnes, les personnes qui ont des besoins d'accompagnement assez conséquents en nombre d'heures, eh bien l'expérience nous montre l'intérêt de diversifier les prises en charge. Alors quand je parle de diversifier, ça peut être tout aussi bien de pouvoir que nous soyons plusieurs services d'aide à domicile à intervenir, mais également de compléter nos interventions par du mandataire ou de l'emploi direct. C'est véritablement grâce à cela qu'on va pouvoir organiser les remplacements, en fait qu'il s'agisse des remplacements de congés payés ou d'arrêt maladie, et ce d'autant plus lorsque finalement, comme je vous disais tout à l'heure, ces interventions retombent sur un nombre limité d'aide à domicile. Ça va favoriser un accompagnement beaucoup plus pérenne, sans rupture, et puis c'est ce qui permet également de limiter l'épuisement des salariés. Je vous parlais du mandataire et de l'emploi direct. C'est vrai que ce sont aussi des solutions pour justement ces temps de la journée où nous-mêmes nous sommes plus en difficulté, donc tôt le matin et tard le soir. Et puis, j'aimerais également mettre l'accent sur le fait de réfléchir à l'accompagnement des proches aidants. Pour cela, c'est vrai qu'on peut par exemple évoquer le séquençage entre le domicile et l'établissement. Alors ce séquençage, ça peut être avec de l'accueil de jour, avec de l'accueil temporaire, mais c'est bien dans l'idée de pouvoir réfléchir à un accompagnement pour les proches aidants qui leur corresponde le mieux. Et également, je peux également noter quand même que l'ADAPA a créé depuis peu un service d'accompagnement et de soutien aux proches aidants en proposant des cafés des aidants, des formations, des temps de parole, ainsi qu'un soutien individuel par une psychologue et un travailleur social. Et donc oui, c'est vrai que pour résumer, donc les services d'aide à domicile ont un rôle incontournable dans le maintien à domicile des personnes en situation de handicap. Et pour ce faire, nous devons avoir une vigilance accrue auprès des aides à domicile. En tant qu'employeur, nous devons les accompagner, les former, les soutenir, mais il est également de la responsabilité des partenaires, des bénéficiaires et de leurs proches de reconnaître leur rôle majeur dans ce maintien à domicile. L'expérience nous montre que la richesse des relations partenariales est un gage d'accompagnement beaucoup plus qualitatif. La construction d'un tel maillage contribue à ce que les intéressés s'inscrivent dans un maintien à domicile réussi et permet, en cas de limite atteinte, d'anticiper et de construire avec eux des solutions les plus adaptées. Oui, je pense que Magali a dit tous les mots-clés de cette politique de l'ADAPA. Alors, l'ADAPA ne s'est pas réveillée un matin en disant « Tiens, on va s'occuper des personnes en situation de handicap ». Elle inscrit son action
Magali l'a dit, dans ce qu'on appelle le virage domiciliaire, et puis au-delà, dans ce qu'on appelle la transformation de l'offre pour une société inclusive, qui est un thème qui est depuis longtemps utilisé par les organisations internationales, les Nations Unies en particulier, dans le cadre de la Convention internationale sur le droit des personnes en situation de handicap, qui décline un certain nombre d'objectifs que les pays doivent mettre en œuvre. Et là, il faut bien dire que la France s'est fait épingler il y a quelques mois par les Nations Unies et qu'elle va à nouveau être épinglée dans un rapport qui devrait sortir prochainement de le rapporteur spécial des Nations Unies là-dessus, sur justement la trop grande faiblesse des politiques inclusives en France, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la pleine participation et de la citoyenneté. C'est quelque chose qui est souligné par le rapporteur des Nations Unies. Alors, le défi pour nous, et je pense pour l'ensemble du secteur, c'est comment on passe, en étant un peu caricatural, en disant ça, de la gestion des places en institution à la gestion des parcours et au respect du libre choix des personnes en situation de handicap sur le mode de vie qu'ils choisissent. Alors, c'est le début d'un chemin partagé, parce que nous, on a une partie de la solution. Magali a expliqué comment, pourquoi, avec quelles contraintes, avec quelles difficultés, quels enjeux. Mais c'est aussi de l'autre côté, si on peut dire, du côté des associations qui représentent les personnes en situation de handicap. Il faut qu'on arrive à trouver les voies d'un partenariat constructif et productif avec elles. C'est le sens de la convention qu'on avait signée, Magali l'a évoqué par allusion tout à l'heure, avec l'ADAPI depuis un certain nombre d'années, justement pour permettre de faciliter le co-apprentissage, si on peut dire, de la gestion des situations de domicile. On a à apprendre les uns des autres dans cette matière-là. Je pense aussi, Magali l'a évoqué également à Ville-à-Ville, donc sur l'expérience d'Oyonnax d'un appartement partagé où nous, on intervient en support, si on peut dire, sur les fonctions support de l'appartement pour des traumatisés crâniens et cérébrolésés. Et donc, ça montre qu'il y a des choses qui bougent. Sur Ville-à-Ville, il a fallu que le département prenne sur lui de mutualiser de la PCH, etc., faire des choses qui n'étaient pas forcément tout à fait prévues dans la doctrine. Mais c'est bien en étant un peu ambitieux et hardi qu'on peut arriver à faire des choses intelligentes. Donc partenariat, co-construction, apprendre les uns des autres, et puis s'inscrire dans cette politique publique qui est, de ce point de vue-là, tout à fait féconde de notre point de vue, dans la transformation de l'offre pour une société plus inclusive. Voilà en gros ce qu'on peut raconter sur notre sujet. Bien, merci beaucoup Marc Dupont et merci Magali Châtel. Effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il n'y aura pas de temps de questions-réponses. Vous êtes tous invités à rejoindre le stand de l'ADAPA, et d'ailleurs ce sera le cas pour toute la journée. Vous pouvez rejoindre les intervenants directement sur les stands. En l'occurrence, pour l'ADAPA, c'est à l'étage, après les escaliers sur la gauche, et ils pourront donc répondre à toutes vos questions avec en plus, j'imagine, de la documentation à disposition. Je voulais quand même revenir rapidement sur une question. Vous parliez tout à l'heure des 5000 heures d'activité par mois, et je voulais savoir si on avait une idée du nombre de personnes qui étaient accompagnées par l'ADAPA dans le département. Au total ou dans le champ du handicap? Dans le champ du handicap. 150 à peu près. D'accord. Et au total? Au total, c'est presque 5000 entre personnes âgées et personnes en situation de handicap. Enfin, pas personnes âgées, personnes âgées en situation de perte d'autonomie. Et c'est à peu près 5000, un rapport de 1 à 10, grosso modo, quoi. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas pour cette intervention. Si vous avez encore des choses à dire, n'hésitez pas. Non, je disais, il nous reste 5 minutes sur le décompte horaire, on ne peut pas l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser, utilisez-les, il n'y a pas de problème. S'il y a des questions dans la salle, si c'est possible, non? Ou c'est sacrilège de faire ça? Alors, les questions dans la salle, c'est possible. Alors, on va quand même effectivement utiliser le temps. Voilà, il nous reste 5 minutes. On va effectivement l'utiliser pour un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions?
Le monsieur à côté de vous donne le micro. Parlez bien dedans pour qu'on vous entende. Bonjour. Comment ça se fait, comment elle va expliquer que les aides à domicile, quand elles arrivent chez le bénéficiaire, elles ne savent pas qu'elles vont rencontrer une personne âgée, un handicapé? Alors, c'est compliqué de répondre à votre question. Il faut déjà connaître tout le contexte. Je ne sais pas si vous faites référence à l'ADAPA. Je ne sais pas si vous... Voilà. Moi, franchement, là, je peux pas... Je peux vous parler de mon secteur. Je ne peux pas évoquer d'autres situations que le mien. Voilà. Et bien alors justement, c'est un cas précis. Je pense que peut-être que sur le stand, elle pourra avoir des réponses ou en tout cas des contacts pour répondre à votre question. Voilà, merci madame. Une autre question peut-être? Soyez pas timide. Il y a le monsieur ici devant qui aimerait bien poser une question. Bonjour, je vais vous en poser deux, vous m'excuserez. Premièrement, la plus simple, quel type de handicap rencontrez-vous essentiellement à domicile? Ça, c'est la première chose. La deuxième question, c'est, vous avez parlé, Monsieur le Président, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap. On constate, au bout d'un certain temps, que bien souvent, handicap et vieillesse se confondent. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus? Merci. Je vais commencer sur la première. Alors, franchement, je ne peux pas vous dire exactement voilà, quel handicap nous rencontrons en priorité. Ce que je peux vous dire, moi, par exemple, sur mon secteur, c'est que nous avons, donc je vous parlais de cette personne qui a la maladie de Prader-Willi, nous avons également des personnes qui ont une déficience intellectuelle, et nous intervenons auprès de personnes qui ont eu des infirmités motrices cérébrales, voilà, donc avec notamment handicap physique, handicap moteur. Après, en toute sincérité, je n'ai pas, moi, la vision globale de l'ADAPA pour vous donner une réponse voilà, pour l'ensemble de l'ADAPA. Voilà, on parlait du dispositif Ville à Ville. En l'occurrence, là, ce sont véritablement un accompagnement vers personnes cérébro-lésées. Donc, c'est pour ça que je mettais en avant cette nécessaire formation globale, mais aussi vraiment spécifique à chaque intervention et qui repose vraiment sur les partenaires ressources. Voilà. Alors pour essayer de répondre à votre question, c'est une question compliquée hein, que vous posez parce qu'il y a, il y a, comment dire ça, si on réfléchit dans la perspective des approches internationales, avec la classification internationale du handicap des années 80-90, qui est devenue après la classification internationale du fonctionnement. Donc ça, c'est l'OMS qui promeut ces modèles-là et qui part de la différence entre déficience qui entraîne une incapacité, enfin pour simplifier, et qui entraîne une situation de handicap. C'est ce qu'on pourra appeler le modèle social du handicap, par rapport au modèle médical qui renvoie tout sur la personne. Si on est un peu branché, entre guillemets, sur ces approches-là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on va dire, finalement, ce qui importe, c'est la situation de handicap, c'est pas ce qui l'a précédé, quoi. Même si médicalement, en termes de techniques de rééducation, il y a des actions spécifiques à faire sur l'incapacité et les situations de déficience, mais la question, c'est quel est l'effort que fait la société pour permettre la pleine participation. Et si on raisonne sur ce modèle-là, eh bien c'est vrai qu'au bout d'un moment, la différence entre perte d'autonomie, personnes âgées, si on peut dire, et puis situation de handicap, elle va s'estomper. Puisque la question, ça va être celle de, comme je le redis, de l'effort de la société pour corriger ces situations de handicap et puis permettre la pleine participation. Ça veut dire aussi que la question du handicap, elle se situe à l'interface entre la personne et son environnement social et familial. Pour prendre un exemple tout bête, si vous avez quelqu'un qui est en fauteuil et qui veut prendre le métro à Paris, c'est quasiment impossible. Par contre, s'il veut le faire à Lyon, il n'y a pas de problème. Donc la situation de handicap ne va pas être la même pour une même déficience et une même incapacité, ne va pas être la même dans deux milieux de vie différents. Et de fait, on pourrait considérer... Il nous reste 23 secondes, il faut que je fasse attention. Oui. J'allais justement vous dire, si vous le permettez, peut-être que cette question pourrait être
développé sur le stand. On vous invite donc à les rejoindre. Mais c'est vrai que cette fusion des approches, elle n'est pas très partagée, on peut le dire, en France aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Donc, ils vous attendent sur leur stand et vous pouvez rejoindre le hall sur votre gauche. Merci beaucoup.